Nous allons passer la parole maintenant à Martine Bullard, économiste, journaliste à Orient 21. À chaque fois, on fait des pages de pub, donc il faut lire Orient 21. Vous savez, Isabelle l'a déjà dit tout à l'heure. Et là, on va changer. On change pas de monde, mais on change sur la face du monde. On va passer et la Chine dans tout ça. Martine. Oui, je vais peut-être faire la transition avec Isabelle en commençant par la fin de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire la Chine et justement la question palestinienne, qui est quand même assez intéressante. Pardon, qui est quand même assez intéressante. D'abord, d'autant que la Chine a été parmi les premiers pays à reconnaître l'OLP et la Palestine, hein, avec une ambassade à Pékin tout à pignon sur rue, et avec des aides réelles financières, d'armes, en dents de scie, là aussi, selon les périodes et selon la politique de l'État. Mais enfin, quand même, ça a été ça. Le 7 octobre, il y a eu une condamnation de la prise d'otages, mais avec beaucoup de retard, ce qui a provoqué d'ailleurs une fureur d'Israël. Et aussitôt, les dirigeants chinois ont dit, certes, prise d'otages de civils, c'est pas bien, mais le droit de se défendre quand on est un peuple colonisé est tout à fait nécessaire. C'est vraiment sans aucune ambiguïté. De la même façon, ils ont tous les votes de l'ONU depuis le 7 octobre. C'était vrai avant, mais c'est aussi vrai depuis le 7 octobre, malgré les pressions. Ils ont toujours été pour condamner Israël et pour réclamer la fin de la guerre. Ils ont même, avant Doha, avant la réunion de Doha en 2024, ils ont réuni une 14 ou 15 factions palestiniennes à Pékin, ce qui était assez remarquable. Tous, hein, tout le monde était là, y compris le Fatah, évidemment, c'est eux quand même qui tiennent l'ambassade, hein, à Pékin, mais ils étaient tous là et ils ont signé un communiqué commun pour dire qu'ils étaient prêts à gouverner ensemble. Alors, bien entendu, c'est un geste plus politique que réel et on n'est pas rentré dans les détails, ça va de soi, mais quand même, c'est tout à fait symbolique. Mais dans le même temps, comme dirait l'autre, dans le même temps, la Chine a continué à commercer très largement avec Israël. Pas de boycott, on achète ce qu'on peut et ce qu'on veut, et on vend ce qu'on veut, on essaie d'investir. Il faut quand même savoir que la Chine est le troisième ou quatrième partenaire, des fois même le deuxième partenaire d'Israël. Et ça caractérise assez bien la Chine, c'est-à-dire cette capacité d'être sur les deux fronts en même temps. Je dis ça parce que je commence par la fin, donc pour faire la transition, et parce que dès qu'on parle de la Chine, finalement, il y a énormément de fantasmes. Et on a de plus en plus de mal à aborder les questions de ce qu'est la Chine de façon à peu près sereine et en essayant de tirer ce qu'on peut tirer et en regardant ce qui peut se faire. Donc, je vais parler de ces fantasmes. Je vais revenir sur l'insertion des 79 de la Chine dans la mondialisation. Parce que la façon dont elle s'est insérée dans la mondialisation va impliquer une série de décisions politiques, diplomatiques dans le monde. Je voudrais aussi insister sur, ce sera la troisième partie, si je suis trop longue, tu me coupes, euh, insister dans une troisième partie sur les je connais bien Patrick, donc tu sais combien je suis capable de dévier. Il ne me laisse pas dévier sur l'horaire. Donc oui, je voudrais regarder en troisième partie les fondements des relations internationales chinoises, notamment avec l'arrivée de Xi Jinping, avec des choses tout à fait intéressantes, qui rencontre d'ailleurs ce que disait Badi tout à l'heure, enfin ce matin, dont on ne parle pratiquement jamais dans la presse. Et enfin, je vais prendre en quatrième point ces rapports avec les États-Unis qui vont quand même sacrément structurer les relations internationales dans la prochaine période. Donc, parmi tous les fantasmes qu'il y a dans la période actuelle, parce que moi, je suis la Chine depuis presque 25 ans. J'ai connu une période où, dès qu'on parlait de la Chine, tout le monde voulait savoir et était ébahi par la Chine. On est passé d'une fascination par la Chine à une China bashing, comme on dit en français, absolument invraisemblable. Il y a l'idée que la Chine va
manger le monde, engloutir l'Europe, domestiquer l'Afrique, menacer l'Asie, enfin bref, on a une version assez moderne du péril jaune. Et puis, mais il faut regarder quand même déjà l'état des lieux de la Chine, c'est-à-dire qu'effectivement, la Chine est devenue la première ou la deuxième puissance mondiale, du point de vue économique. Je dis première, deuxième, parce que ça dépend comment on calcule. On passe les détails techniques, mais en gros, c'est la deuxième, en tout cas, au moins très proche des États-Unis. Mais si on regarde en fonction du nombre de ses habitants, si on regarde les richesses produites par habitant, on tombe au 70e, voire au 89e rang selon les calculs. Comme puissance économique, elle a encore un peu de chemin à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. L'autre fantasme qui est beaucoup moins répandu que le premier, mais qui existe notamment dans nos milieux, quand je dis nos milieux, c'est nos milieux progressistes, c'est quand même l'idée que la Chine construit une économie socialiste de marché, c'est son titre officiel, hein, et que ce faisant, elle ouvre une perspective novatrice pour les révolutionnaires. Je l'ai entendu, je l'ai lu récemment dans un livre récent, que je ne citerai pas, par charité, mais c'est vrai que cette idée s'est renforcée avec l'hostilité des États-Unis. Puisqu'ils sont hostiles aux États-Unis et qu'en plus, ils veulent faire l'économie socialiste de marché, c'est donc qu'ils sont quand même peut-être intéressants à regarder pour les révolutionnaires. Bon, pour l'heure, il faut quand même se rendre à l'évidence. Peut-être qu'ils y arriveront, hein, mais pour l'instant, là, aujourd'hui, la Chine n'a absolument inventé aucun modèle économique, aucun modèle de développement. C'est le capitalisme qui mène son économie. Alors, naturellement, c'est un capitalisme d'État. C'est un capitalisme avec une certaine planification, avec une capacité absolument extraordinaire de s'adapter, j'y reviendrai tout à l'heure, avec une mobilisation de moyens financiers réels et une vraie vision de l'avenir du pays. D'abord, ils n'ont pas été les seuls dans la région à être comme ça, hein. Le Japon était un capitalisme d'État, avec l'aide des États-Unis, mais c'était un capitalisme d'État et qui a aidé très longtemps ces entreprises. Je ferme la parenthèse. Mais c'est surtout que, voilà, regardons ce que c'est. Peut-être, il y avait au tout début des années 90 un vieux camarade du Parti communiste chinois qui m'expliquait que mais oui, tu as raison, on mange avec le diable, mais on a une cuillère si longue qu'un jour, on battra le diable. Bon, peut-être qu'ils y arriveront, hein, faut jamais insulter l'avenir. Enfin, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas battu le diable et ils sont dans un système capitaliste classique d'État régulé, mais quand même un système capitaliste qui leur a quand même permis de se hisser au niveau où ils sont en 2 générations, ce qui est déjà un travail remarquable et assez inattendu, mais comme modèle de développement, je ne suis pas sûr que les progressistes doivent se caler sur ce modèle de développement. L'autre chose que je voudrais dire pour essayer de comprendre la Chine, je voudrais juste faire un tout petit point de retour en histoire sur les ressorts historiques qui animent la Chine. Je ne parle pas de la doctrine communiste, la pensée de Xi Jinping qui est maintenant imposée dans les lycées, les écoles, l'entreprise, etc. Bon, voilà, c'est plutôt un pensum que chacun absorbe comme il peut. Je parle des Chinois, hein, absorbe comme il peut. Voilà. Mais par contre, je vais parler du substrat historique qui imprègne les mentalités. Il faut quand même se rappeler ou savoir, ou connaître, que jusqu'au début du 19e siècle, la Chine est avec l'Inde la plus grande puissance manufacturière du monde. Son produit intérieur brut, ses richesses, représentent à peu près 8 fois la richesse produite à cette époque-là par la puissance montante, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc, elle est aussi la première puissance je dirais, de commerce international avec l'Inde, hein. Elles sont d'ailleurs à égalité. C'est elle qui domine les échanges économiques mondiaux, manufacturiers mondiaux. Mais elle rate la révolution industrielle pour des raisons que je ne vais pas expliciter ici. Et elle va donc s'effondrer et surtout, elle va perdre une partie de son territoire. Elle va perdre d'abord Hong Kong sous le coup des fameuses guerres de l'opium. Je suppose que
vous en avez entendu parler. C'est des guerres menées par le Royaume-Uni, les États, d'abord seul, puis le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, après l'Allemagne, pour faire céder la Chine et obtenir l'ouverture de la Chine aux marchandises des pays occidentaux. Elle perd une partie de son territoire, elle perd l'autonomie avec des enclaves à Shanghai. Vous avez tous vu des films avec cette enclave occidentale à Shanghai, mais elle perd d'autres parties de son territoire. Et puis, après, elle sera occupée par le Japon, hein, notamment toute la partie au démarrage de la Mandchourie, qui est au partie nord-ouest, et puis plus globalement le Japon qui va envahir. Donc, cette idée que on peut passer de puissance économique à rien du tout, et surtout une fois qu'on n'est rien du tout, on voit son territoire dépecé, est une idée qui est fortement ancrée dans les mentalités chinoises partout. Alors, bien entendu, le pouvoir a mis en avant cette histoire, bien entendu, il la simplifie, bien entendu, il l'instrumentalise, mais ça reste quand même extrêmement, extrêmement important, et avec l'idée que puissance économique, intégrité du territoire et influence dans le monde sont totalement indissociables. Ça, c'est la première idée. Donc, ça va guider une partie des actions. Et c'est pour ça que dès qu'on parle d'éventuelle autonomie d'une partie du territoire, ça prend des proportions extrêmement importantes à l'intérieur même de la population. L'autre chose, c'est que les élites économiques, mais aussi et politiques, mais aussi une partie de la population pense qu'aujourd'hui, la Chine ne fait que reprendre le rôle qu'elle avait hier dans le monde. Qu'en gros, du 19e, début du 19e à fin du 20e, c'était une parenthèse et qu'aujourd'hui, elle reprend sa place. Ça va considérablement jouer dans la façon de concevoir. Puis je dis ça parce que ça permet de comprendre un peu les mentalités dans lesquelles les choses se passent. Je vais aborder après la façon dont elle a abordé la mondialisation. Pourquoi je fais ça? Parce que je crois que là aussi, ça permet de comprendre ce à quoi elle se heurte et ce à quoi la Chine tient particulièrement. Quand Mao meurt en 1976, en gros, le pays est très égalitaire, mais très pauvre. Les famines, notamment dans les campagnes, sont extrêmement importantes. Il n'y a pas de système social, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il n'y a pas de système social type sécurité sociale. Tout se passe à l'intérieur de la commune ou à l'intérieur de l'entreprise. J'ai coutume de dire que quand on est dans une entreprise, de la naissance à la mort, c'est l'entreprise qui vous prend en charge, mais très bas, naturellement. Elle a un peu d'industrie qu'elle a hérité du temps de l'Union soviétique, du temps où elle travaillait avec l'Union soviétique. Il y a eu une guerre entre la Chine et là aussi, je fais une parenthèse, mais il y a eu une guerre entre la Chine et l'Union soviétique et la rupture complètement, dans les années 60, et la rupture complète des relations entre la Chine et l'Union soviétique dès le début des années 50. En gros, Mao a une vision nationale du développement de la Chine et l'Union soviétique a une vision impériale. C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est que la Chine se conforme au modèle qu'elle avait décidé. Mais cela dit, avant cette rupture des relations, elle a quand même réussi à construire un certain nombre d'usines. C'est des usines, notamment sidérurgiques, c'est de l'industrie lourde à la manière soviétique, quoi, hein, c'est-à-dire des grosses. Mais quand en 79, ces usines sont déjà complètement dépassées. Elles sont obsolètes pour une grande part, peu productives, peu diversifiées. Et puis la Chine se retrouve avec, certes, une population pauvre, égalitaire, mais qui sait lire et écrire, grosso modo, en tout cas à 60%, ce qui est quand même énorme à cette époque. Mais si on prend l'Inde, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, et même pas 30% de la population qui sait lire et écrire. Donc elle a une population, mais elle n'a pas de capitaux. Elle n'a pas de technologie et elle n'a pas de capitaux. Et elle n'a pas d'industrie. Donc, les dirigeants de l'époque, Deng Xiaoping, regardent, et l'équipe, il n'est pas tout seul, regarde un peu ce qui s'est fait à l'extérieur. Le modèle extérieur, c'est le modèle du Japon, de Singapour, les Corées, ce qu'on a appelé les dragons. Et ils savent comment ont-ils fait pour décoller. Ils ont bénéficié des capitaux étrangers, d'une part, et d'autre part, ils ont essentiellement tourné leur économie vers les exportations. C'est le modèle, c'est le pari que fait Deng Xiaoping. Il le fait, il le remporte.
Il le remporte, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y a une convergence de 4 phénomènes qui sont intéressants. Premièrement, c'est l'intelligence de ces élites chinoises, une partie d'entre elles est allée faire des études au Japon, du temps où l'occupation japonaise, au moins ça servait quelque chose. Euh, Beaucoup tourné vers ces élites japonaises, chinoises, pardon, se sont tournées vers l'extérieur, vers l'Occident, puisque la possibilité de travailler avec l'Union soviétique s'est vite bouchée, et elle a une vraie intelligence politique. Ça, c'est le premier élément. Comme je l'ai dit, le deuxième élément convergence, c'est une main-d'œuvre éduquée. Elle sait lire et écrire. Donc, elle est capable de travailler dans de bonnes conditions. Enfin, pour ceux qui la font travailler, évidemment, puisque les conditions de travail, j'y reviendrai tout à l'heure. Troisième élément, c'est la révolution technologique mondiale qui a cours en ce moment-là, c'est-à-dire le début d'Internet, qui fait qu'on peut se passer des fuseaux horaires, on peut commander en direct, négocier en direct, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément de cette révolution industrielle, de cette révolution mondiale, ce sont les porte-conteneurs, enfin les conteneurs et les porte-conteneurs, qui fait qu'on peut transporter rapidement par bateau sans trop de difficultés, d'énormes quantités de marchandises. Et enfin, le quatrième élément qui va permettre à la Chine de gagner son pari, c'est la crise de rentabilité dans les pays capitalistes développés. Certes, comme dirait Bertrand Badi, l'économie mène pas le monde, mais quand même, ça joue. Et donc là, effectivement, les capitalistes, les multinationales étrangères voient un moyen de faire face à sa crise de rentabilité en trouvant une main-d'œuvre capable pas cher, et donc capable de produire, et ça leur permet de réimporter les fabrications produites à bas coût en Chine. Ça a d'autant plus intérêt pour eux. D'abord, ça va leur permettre de faire des profits, et puis ça permet de faire pression sur les classes ouvrières des pays capitalistes développés. Avoir un t-shirt qu'on peut vendre 1 $ ou 1 €, je vois, à cette époque-là, ce n'était pas encore l'euro, mais qu'on puisse vendre des t-shirts, je prends l'exemple des t-shirts, mais on pourrait permettre de faire pression sur les salaires. Évidemment, vous pouvez faire pression et avoir très peu sur les salaires si quand même les gens peuvent se nourrir, se vêtir, se chausser, etc., hein, à bas coût, à bas prix. Donc, ils y gagnent 2 fois, si je puis dire, hein. Donc, c'est là qu'on va assister à une grande vague, de la première grande vague de délocalisation dans les pays occidentaux et de développement en Chine. Alors, cette phase de mondialisation va quand même rencontrer quelques obstacles, d'abord en Chine. Premier obstacle en Chine, c'est les jeunes qui ont repris le chemin des universités du temps de Mao avec la révolution culturelle. Comme vous le savez, les universités avaient été complètement fermées, hein, et donc les qualifications étaient en chute. Mais dès 79, les jeunes repartent à l'université, mais ils repartent à l'université, surtout ceux des villes, hein, ceux des villes. Il y a une petite couche moyenne qui est en train de se former. Cette couche de moyenne et ces intellectuels, ces jeunes intellectuels, ils veulent plus marcher comme au temps de Mao. Ils veulent des libertés, ils veulent obtenir, être partie prenante des affaires qui les concernent. C'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la classe ouvrière. Parce que se forme une classe ouvrière un peu plus grande avec l'arrivée des migrants. La classe ouvrière existante vit d'une certaine manière plus mal. Pourquoi? Parce que les prix ont grimpé. Les restructurations des vieilles entreprises de sidérurgie, etc., eh bien, les enlèvent des entreprises, et il n'y a pas encore de système social, hein, puisque je vous disais que tout était fait dans les entreprises. Donc, il y a le grand mouvement, c'est le grand mouvement de Tiananmen. On a souvent dit qu'en 1989, les événements de Tiananmen étaient un mouvement pour les libertés. C'est évidemment vrai, mais c'est aussi un mouvement social. C'est le premier grand mouvement social de la mondialisation. Et ça, on n'en parle pratiquement jamais. Et pourtant, les syndicats sont partie prenante, hein. Enfin, il y a des leaders syndicaux qui se mettent en place, sont partie prenante. Ils ont été d'abord arrêtés, mis en prison, expulsés. Bon, je passe ces affaires. Donc, c'est le premier obstacle.
Et donc, Tiananmen, l'écrasement des mouvements dans le pain, l'Occident quand même proteste parce qu'on a les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, et donc décide de continuer, mais quand même un peu moins, et puis surtout de faire un embargo sur les équipements militaires, ce qui à cette époque pour la Chine ne lui posait pas trop de problèmes, je dois dire. Mais pendant 1 an et demi, 2 ans, on met le pied sur la pédale douce, et puis on repart de plus belle à partir de 91. C'est la deuxième phase de mondialisation, de développement pour la Chine. C'est une phase qui va durer en gros jusqu'en 2011-2013. Et dans cette phase, elle est d'autant plus importante pour la Chine qu'elle va adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, qui va booster les exportations en provenance de Chine. Alors, cette phase voulue par les multinationales et voulue par la Chine permet à la Chine d'abord d'acquérir des technologies, ce qu'elle n'avait absolument pas, et un savoir-faire. Ça lui permet de créer des champions nationaux et l'espoir de rejoindre le camp occidental dans la gestion des affaires mondiales. De 1971 à, en gros, 2007, 2008, disons 2008, la Chine n'a pratiquement... Pourquoi je dis 1971? Parce qu'avant, elle n'était pas reconnue par l'ONU. La Chine, la République populaire démocratique de Chine, n'a été reconnue par l'ONU qu'en 1971. En France, on l'a reconnu, enfin, De Gaulle l'avait reconnue dès 1964, mais l'ONU ne la reconnaît qu'en 1971. Avant, c'était Taïwan. Une autre histoire, j'y reviendrai peut-être, même si l'histoire de Taïwan est un peu compliquée. Donc, de 1971 à en gros 2008, 2007-2008, la Chine ne vote pratiquement aucun veto, ne met pratiquement aucun, sauf sur Taïwan, mais il n'y en a qu'une seule fois, donc ne met pratiquement aucun veto dans les résolutions de l'ONU. Elle vote toujours comme les États-Unis. Son ambition à cette époque est de avoir une espèce de co-gestion. On a d'ailleurs parlé à cette époque de Chine-Amérique, pour les plus anciens, peut-être que vous vous rappelez, ce qui était naturellement absurde, mais bon, c'était comme ça. Et la Chine a cru qu'elle pouvait participer comment dire, à la gestion des affaires mondiales avec l'Occident. Il faut se rappeler quand même que la Chine a été reconnue et a développé ses accords avec les États-Unis contre l'Union soviétique. L'idée, c'était on s'allie avec l'Occident et, oui, contre l'Union soviétique. Donc, quand les dirigeants chinois ont comme idée d'être traités à égalité par les États-Unis d'une part et à participer aux grandes gestions des affaires du monde en co-gestion, c'est vraiment, ça découle un peu de cette, elle n'a pas inventé comme ça découle vraiment de cette période. Et puis pour l'Occident, on sait ce qu'ils veulent, c'est ce que je disais tout à l'heure, profiter des bas salaires et puis pour remplir les poches des actionnaires. Mission réussie, comme vous le savez. Mais quand même, les 2 tiers des exportations, jusqu'en 2011, mais les 2 tiers des exportations dites chinoises sont en fait des exportations réalisées par les multinationales étrangères présentes en Chine. À dire que la Chine, l'exemple, on a très connu, c'est l'exemple de l'iPhone, à l'époque, était l'exemple de l'iPhone. Sur un iPhone vendu 1000 euros, la Chine n'en récupérait que 33%. Et elle ne maîtrisait absolument pas la chaîne de valeur. C'est une des premières difficultés qui amèneront la Chine à changer de cap. 2008 est un des événements les plus importants, ça a été 2008, la grande crise de 2008. Tout d'un coup, la Chine s'aperçoit, que l'Occident peut être en crise profonde, et tout d'un coup, elle se retrouve avec moins d'exportations, puisque les États-Unis commencent il y a une crise aux États-Unis, une baisse de croissance et donc une baisse des exportations chinoises, c'est un grand classique. Et puis, elle commence à prendre confiance en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va lancer à cette époque un grand plan d'investissement pour essayer de compenser le manque d'emplois lié à la baisse des exportations.
Donc, et c'est un plan qui réussit. Elle est la seule à avoir, à cette époque-là, la seule qui est restée avec un taux de croissance dans les périodes, dans les années 2009-2010, avec un taux de croissance très positif. Elle avait encore un taux de croissance à 2 chiffres. On peut discuter sur le taux de croissance, j'y viendrai tout à l'heure, mais voilà. Donc, elle prend confiance politiquement en elle. Ça, je crois que c'est très important à cette époque. Alors, à cette époque, il y a quand même des dirigeants chinois qui se disent, mais quand même, il faudrait peut-être relancer la consommation parce que certes, on a là fait de l'investissement, mais quand même, si on avait la consommation intérieure, ça assurerait notre problème, notre développement. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle n'a pas de système, pratiquement pas de système social, pas de chômage, pas de, puisque on pouvait pas licencier. Quand on rentrait dans une entreprise, on y restait à vie avant. Et même quand on voulait changer d'entreprise, fallait que les camarades du parti nous disent, nous accordent la possibilité de sortir. C'était comme ça. Ceux qui étaient à la campagne n'avaient pas le droit de venir en ville. Et même quand, dans la grande vague de la première mondialisation, puisque pour faire des grandes entreprises, vous savez, les grandes entreprises de textile, de micro, de puces électroniques, d'assemblage, etc., il a bien fallu faire venir des migrants à l'intérieur, pardon, il a bien fallu faire venir des paysans. J'ai dit migrants parce qu'on les appelle Mingong, migrants. Donc, mais on fait venir de l'intérieur, des campagnes, des gens dans les villes. Mais ceux qui viennent dans les villes, vos droits sociaux sont associés à l'endroit où vous vivez. Pardon, vous êtes né, pas où vous vivez. Si vous êtes né à la campagne, vos droits sociaux restent à la campagne tout au long de votre vie. Si vous êtes né dans la ville, telle ville, et que vous avez un emploi, et vous avez forcément un emploi à cette époque, donc avant 80, et vous avez un emploi, vos droits sont attachés à l'entreprise. Donc, l'entreprise payez vos maladies, évidemment, votre retraite, votre logement, vos vacances, les écoles dans la ville, etc. Donc, pas de système social. Le système social est collectivisé et décentralisé. Voilà. Donc, il faut construire un système social parce que quand les salaires augmentent, et Dieu sait s'ils ont augmenté, quand même, en gros, de 79 à 2010-2015, on multiplie par plus de 8 le revenu net des ouvriers. C'est pas un détail. Alors, ils partaient de bas, mais quand même. Mais simplement, les gens épargnent. Si vous ne savez pas comment vous allez vivre quand vous serez à la retraite, vous mettez de l'argent de côté. Si, quand vous allez vous soigner, vous payez la peau des fesses, évidemment, vous mettez de l'argent de côté. Pareil pour l'éducation. Donc, plus il augmente vraiment à la fois dans les années disons, début des années 2000, il y a une volonté réelle d'augmenter le pouvoir d'achat et surtout de lutter contre les inégalités, qui étaient énormes, qui sont énormes, qui se sont naturellement développées. Il y a eu des efforts de fait, puisque il n'y a plus officiellement de pauvreté au sens de vivre en dessous de 2 dollars par jour, avec des moyens. Donc ça a été complètement éradiqué. Mais, et là, on bute là-dessus, mais la consommation reste vraiment encore extrêmement faible. Et en tout cas, elle n'est pas capable de prendre le relais de l'investissement. En vérité, jusqu'aux années 2011-2012, et même un peu plus, ce sont les exportations qui ont tiré la croissance chinoise, dans les conditions dont je vous disais. À partir de 2010, quand ils s'aperçoivent que c'est trop aléatoire, c'est l'investissement public et privé qui va prendre le relais. Mais la consommation reste toujours à la traîne pour les raisons dont je parle. Ce qui rend le pouvoir extrêmement fragile. Parce qu'évidemment, vous dépendez beaucoup, beaucoup de l'extérieur. Et quand vous investissez, ils avaient fait un énorme plan de relance en 2008, il y a énormément de gâchis. Énormément de gâchis parce qu'eux-mêmes sont face à des questions de rentabilité et puis parce qu'il y a une corruption absolument épouvantable. Et on rentre donc dans ce que j'appelle moi la troisième phase de mondialisation avec l'arrivée de Xi Jinping, dont le premier élément a été lutter contre la corruption. Alors, on a beaucoup dit que Xi Jinping se servait de la corruption pour éliminer ses adversaires ou ses concurrents, ce qui est tout à fait vrai, mais pas seulement.
et pas seulement. Et effectivement, il y a aujourd'hui moins de corruption qu'il n'y en avait il y a quelques années. Et puis, il y avait un problème d'efficacité. Et surtout, à partir de là, la Chine ne veut plus être l'atelier du monde. Je me dépêche. La Chine ne veut plus être atelier du monde. Elle veut être à la pointe des nouvelles technologies. Et elle va s'en donner les moyens. Elle va lancer ce qu'on a appelé les routes de la soie. Cette fameuse route de la soie, c'est une réflexion à l'origine quand Xi Jinping lance cette idée de route de la soie avec des choses absolument merveilleuses, des grandes envolées lyriques de Xi Jinping expliquant les caravanes de chameaux à travers le désert qui portent la richesse chinoise vers l'Asie centrale, le pays arabe, etc. Il était vraiment des grands discours comme ça, on n'imagine pas, mais c'est vrai. Mais quand on demande après concrètement à cette époque-là, mais c'est quoi, personne ne sait quand même trop vous répondre. Mais au fil du temps, le projet va se mettre en place. Quand même, quand il fait Route de la soie, il sait ce qu'il fait quand même, Xi Jinping. Il n'a pas il n'a pas vraiment forcément la vision de ce que ça va être, ces routes de la soie. Mais ce dont il sait, c'est que aux Chinois, ça parle, c'est l'époque des richesses, c'est l'époque où on est fort. Et en Occident, ça parle. C'est Marco Polo, c'est les grandes aventures, c'est les échanges, etc. Et ça, du point de vue politique, on dit toujours qu'il est un peu bête, mais non, il est extrêmement, et en tout cas, il a une équipe autour de lui qui est assez fine. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces fameuses routes de la soie? C'est d'abord développer l'ouest de la Chine. La Chine est très déséquilibrée. Elle est développée à l'est, sur la côte, mais pas du tout à l'ouest, du côté Xinjiang, etc. Donc, il veut développer la Chine. Ça commence à bouger dans le Xinjiang et il part toujours, les Chinois partent toujours, alors ça c'est vrai pour tous les dirigeants après 79, de l'idée que la paix sociale se gagne par le social, c'est-à-dire d'abord par le développement, par la croissance et en trois par le social. Mais d'abord croissance, développement, infrastructure, croissance et social. Donc il veut développer ça. Il veut gagner des débouchés pour les entreprises chinoises qui sont déjà à cette époque-là en surcapacité. Il veut aussi, et c'est un élément extrêmement important, sécuriser les approvisionnements de la Chine. Les 9/10 des approvisionnements en matières premières et en énergie de la Chine, et en marchandises aussi, passent par la mer. La mer avec qui est, comment dire, j'aurais dû amener une carte et je ne l'ai pas fait et je m'en excuse. Mais quand on regarde la Chine, elle a naturellement des côtes extrêmement importantes, c'est extrêmement important, mais ces côtes sont limitées par soit les Américains qui sont présents, soit par des alliés des Américains. Il y a, je crois qu'en Corée, il y a 20 000 hommes américains en Corée. 28 000 ou 38 000, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est de cet ordre-là, au Japon. Au Japon, au sud du Japon. Au sud du Japon, c'est à un vol d'oiseau des côtes chinoises. Il a un système comment dire, de surveillance à Taïwan. Taïwan, c'est pareil. Hein, il a des facilités aux Philippines. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on regarde, la Chine est bloquée. Si les Américains voulaient faire un blocus de la Chine, ils y arriveraient. C'est l'obsession absolue des Chinois. Ça explique ce qu'ils ont fait en mer de Chine. Je dis ça explique, je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça explique qu'ils ont poldérisé une partie des îles Chine, des îles à l'intérieur des îles Spratly, dont ils avaient la charge, hein, ils en ont pris aucune. Ils ont pris un peu au Vietnam, mais bon, disons qu'ils n'en ont pris aucune. Et ils ont poldérisé et mis des installations militaires là, avec l'idée que il faut, c'est un moyen de défendre les accès à haute mer. Là encore une fois, hein, je précise parce que la mer de Chine, voilà, c'est pas une excuse, c'est pas bien, mais enfin, c'est condamnable du point de vue du droit international, mais en même temps, ils l'ont fait pour cette raison. Donc là, l'idée, c'est que si les routes maritimes ne marchent pas, trouvons des routes. Reprenons les anciennes routes de la soie, les routes terrestres de la soie, pour essayer d'acheminer. Donc, c'est par les matières premières, les produits, etc. C'est le couloir avec le Pakistan, c'est les routes qui traversent l'Asie centrale, etc. Et puis, il y a la volonté aussi de, comment dire,
de gagner les marchés et les cœurs des pays avec lesquels il mène ces routes de la soie, qui sont inclus dans les routes de la soie. En Asie, mais pas seulement, en Asie centrale, l'absence d'infrastructures dignes de ce nom est tout à fait criante. La Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, hein, c'est l'émanation en Asie de la Banque mondiale, répertorie toutes ces carences en équipement et en infrastructure, mais simplement ne les finance pas. Ou alors elle les finance sous condition. Or, un des principes, et j'y reviendrai tout à l'heure, de la Chine, c'est précisément de ne pas s'occuper des affaires intérieures, mais de financer. Et quand elle lance la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, c'est carrément comment dire, et pour une fois clairement indiqué. Je dis pour une fois parce que généralement, la Chine, on découvre ce qu'elle vient de faire bien plus tard. Hein. C'est le fameux slogan de Deng Xiaoping, cachez vos talents jusqu'à ce que vous puissiez gagner la guerre. Donc là, pour une fois, ils ont comme objectif vrai d'être concurrents de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de la Banque mondiale, de développement par la Banque mondiale, qui est dirigée par le Japon. Les deux banques, hein, il y a la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement qui est issue de la Banque mondiale. L'un est, comme vous le savez, dirigé par les États-Unis, l'autre par le Japon. Et donc la Chine veut s'émanciper clairement, volontairement, de cette mainmise des États-Unis sur ça. Et elle ouvre la Banque asiatique d'investissement à tous ceux qui le veulent. Il y a une énorme campagne des États-Unis et du Japon, mais surtout des États-Unis pour que les pays voisins, surtout avec ceux avec lesquels ils sont alliés, la Corée du Sud, mais aussi tous les pays, l'Inde, etc., et puis l'Europe, refuse de participer au capital de la banque, la fameuse banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, et ils perdent la bataille. L'un des premiers à rejoindre cette banque, c'est le Royaume-Uni, puis la France, puis l'Allemagne. Et de proche en proche, la plupart des pays, il y a maintenant 90 pays qui sont partie prenante de cette banque asiatique. Alors, les Chinois promettaient à cette époque-là d'être, comment dire, transparents, démocratiques. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Évidemment, les comportements, c'est assez. La banque est installée à Shanghai, ses comportements sont assez flous. Il reste qu'elle a financé. Il reste qu'elle finance des infrastructures. Elle les finance avec à la chinoise, c'est-à-dire avec l'idée que comme les infrastructures vont apporter le développement, elle finance des infrastructures qui sont souvent surdimensionnées. Il y aura peut-être des questions, mais sur l'exemple le plus frappant, c'est le Sri Lanka, où on fait un énorme port destiné aux exportations, importations, au moment où il y a la crise mondiale. Et où ça s'effondre et une grande partie du port n'est pas. Mais elle ne fait pas que des choses complètement surdimensionnées. Et de fait, elle joue un rôle extrêmement important. Et maintenant, donc, ces fameuses routes de la soie ont largement dépassé les routes traditionnelles de la soie, puisque dans les projets routes nationales routes de la soie, il y a aussi une partie de l'Amérique latine et centrale qui font partie prenante des routes de la soie. Mais c'est l'idée d'un projet commun. Je fais vite. Dans cette période-là, et avec la volonté de s'émanciper un peu, de gagner, de ne plus être l'atelier du monde qui dépend des multinationales étrangères, la Chine met le paquet pour avoir des champions nationaux. C'est la période, c'est le moment où elle se fait ce qu'on appelle communément les BAT, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent, les grandes entreprises de l'Internet chinoise qui se cassent. C'est le moment du développement de la 5G et de Huawei. Vous en avez tous entendu parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le développement de la 5G et malgré l'embargo que mettront les États-Unis quelques temps plus tard, la Chine arrive à imposer des normes
Or, comme le disait, je crois que c'était Badi ce matin, la question des normes aujourd'hui est bien plus importante que la question simplement que même le commerce, hein. L'idée que ceux qui imposent les normes vont imposer leurs produits, c'est ça la vraie question. Et la Chine a investi dans cette question avec toujours l'idée de regagner au moins en indépendance. Le troisième élément, ce sont les énergies vertes. C'est le moment où elle fait les grandes entreprises sur les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Comme par hasard, elle pousse à la conférence de Paris, sur le climat, où elle propose qu'il y ait, où elle fait tout pour qu'il y ait un accord et pour que se développent les énergies vertes. Évidemment, c'est sa nouvelle frontière. Évidemment, elle espère bien pouvoir en profiter. Et d'ailleurs, elle en a profité. De fait, sur les panneaux solaires, de fait, sur les éoliennes, elle est aujourd'hui la première mondiale. Bien, je vais passer un peu, parce que je suis un peu longue sur cette partie que j'aurais dû faire beaucoup plus courte. Dans le même temps et au moment où elle fait ce développement économique, elle fait aussi le développement de son armée. Elle met l'accent sur un volet militaire extrêmement important. D'abord, elle construit une marine digne de ce nom. Curieusement, ce grand pays n'avait pas de marine. Alors ça aussi, c'est historique parce qu'elle a une marine extrêmement forte au 15e, 16e siècle, 15e siècle, extrêmement forte. Et les empereurs de l'époque ont détruit la marine. Et il y a eu interdiction en Chine de produire, à cette époque, hein, par l'empereur, de produire des bateaux. Donc, mais là, elle reconstruit une marine digne de ce nom. Elle a modernisé son aviation, elle a modernisé son armée de terre, elle a mis en place un système antimissile extrêmement important. Alors, est-ce que tout ça est opérationnel? Moi, franchement, je suis incapable de le dire, évidemment, mais les militaires là-dessus comment dire, sont pas d'accord. Une partie des militaires, notamment des militaires américains, disent aujourd'hui que la puissance militaire chinoise est aujourd'hui extrêmement importante, mais on peut penser qu'ils le font, y compris pour avoir des crédits. Voilà. D'autres disent au contraire que, par exemple, la marine chinoise est loin, très loin de pouvoir être complètement opérationnelle. Elle est on le sait d'autant mieux, d'autant moins, si je puis dire, qu'elle n'a pas mené de guerre. Tant mieux, mais pas m'en plaindre. Mais effectivement, elle n'a aucune expérience de guerre chaude, hein, la Chine. Je voudrais maintenant venir sur la conception des relations internationales. Dans ce cadre-là, la conception de la Chine sur les relations internationales. Euh, Contrairement à ce qu'on entend souvent, la Chine ne veut pas dominer le monde. Et si je devais dessiner quelque chose pour montrer la différence entre la Chine et les États-Unis, je dirais que les États-Unis, eux, on peut les représenter par une pyramide, avec naturellement Washington en tête. La Chine, on pourrait la montrer comme une étoile avec Pékin au centre. Vous me direz que ça ne change pas forcément grand-chose au sens où les deux veulent avoir une influence prédominante. Mais ce n'est pas la même chose de vouloir comment dire, travailler horizontalement que de vouloir imposer d'en haut. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et la Chine rejette toute idée d'alliance militaire et politique. Elle refuse toute conception campiste. Les dirigeants communistes chinois sont obsédés entre autres, par l'Union soviétique, la chute de l'Union soviétique. Et ils estiment que l'une des causes, pas la seule, mais que l'une des causes de la chute de l'Union soviétique, c'est la division Est-Ouest et la concurrence Est-Ouest, avec l'idée que les dirigeants de l'Union soviétique ont consacré trop de moyens, de volonté de moyens pour développer, pour renforcer leur camp et pour essayer de suivre la concurrence avec les États-Unis. Donc, ils sont absolument persuadés qu'il ne faut pas remplacer l'ex-axe Est-Ouest par un axe Nord-Sud. Vraiment, ils sont persuadés. Et ils veulent pas, comment dire, ils ne veulent pas prendre la tête du Sud. C'est très important parce que on ne
On ne comprend pas l'attitude chinoise si on n'intègre pas cette façon-là. Elle veut être influente, elle ne veut pas les dominer. C'est quand même quelque chose d'extrêmement... Elle ne veut pas être chef de file du Sud global. Elle essaie de rassembler le Sud global, tout à fait, mais elle ne veut pas être chef de file. Il y a trop, ça, comment dire, c'est trop de responsabilités. Elle veut au contraire un système qui bouge. Et en plus, pour plusieurs raisons. D'abord à l'intérieur du Sud, et elle n'oppose pas le Sud aux autres. Elle veut garder le lien avec tous, le lien et notamment le lien économique, avec tous ceux qui ne sont pas du Sud. Parce que c'est ça qui est dans l'interdépendance des économies occidentales, dont tout le monde sait, hein, c'est ce que je viens de démontrer avec l'exemple de la FION, mais on pourrait en prendre d'autres. Elle veut que même dans les pays dont la sécurité est assurée par Washington, elle puisse continuer à commercer. Et d'ailleurs, parmi ces grands partenaires, il y a Singapour, dont la sécurité est assurée par Washington. Il y a la Corée du Sud, dont là, actuellement, je mets, comment dire, entre parenthèses, les dernières années avec l'arrivée de la droite extrême en Corée du Sud, et puis la crise financière, la crise politique qu'il y a aujourd'hui en Corée du Sud. Mais elle a collaboré avec la Corée du Sud et développé ses rapports avec la Corée du Sud, bien que la Corée du Sud et, comme je vous l'ai dit, ses troupes américaines. Donc pour elle, si elle prend la tête du Sud, ça veut dire que ce genre de choses n'est plus possible. Voilà. C'est une façon, je pense, de concevoir les relations internationales. Et elle s'appuie toujours sur les 5 principes de la coexistence pacifique qui étaient liés à la conférence de Bandung 1955, au moment où les nouveaux États s'émancipent de la colonisation, et ces principes, hein, on les connaît, c'est la non-agression mutuelle, la non-interférence dans les affaires internes, l'égalité et les bénéfices mutuels, ça c'est déjà plus compliqué, et la coexistence pacifique. Elle s'y tiendra. Hein. Il y a 2 seuls accros depuis 1955, c'est l'Inde en 62, elle a eu une escarmouche avec l'Inde pendant un mois. Elle a piqué quand même une partie du territoire en 1962. Et puis le Vietnam. Le Vietnam en 1979, où elle a voulu pénétrer dans le territoire vietnamien. Elle a été battue, la Chine. Et donc, elle est retournée à ses occupations. Mais ces principes, vraiment, elle s'y tient. C'est d'ailleurs au nom de ces principes qu'elle a apporté son soutien à l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, ou aux Palestiniens dès le début de la naissance des Palestiniens. Et puis, ça a guidé ses relations avec les pays africains. Dans les pays africains, elle a eu d'autant plus de succès quand elle a investi pour prendre les matières premières. Hein. Qu'on se comprenne bien, la Chine n'est pas, comment dire, n'est pas philanthrope. Hein. Non, la Chine défend ses intérêts. Mais dans la façon de défendre ses intérêts, l'idée de ne pas intervenir dans les affaires intérieures, elle l'a appliquée complètement. Et c'est d'ailleurs comme ça que la Chine a été accueillie à bras ouverts par les pays africains à un moment où ils venaient de subir ce que j'appelle les costumes cravates du Fonds monétaire international qui débarquait dans les conseils de ministres. Hein. Ils ne débarquaient pas seulement dans une petite pièce à côté. Dans les conseils des ministres pour dire ce qu'il fallait faire. Naturellement, la Chine qui arrive, qui fait des investissements, qui fait des infrastructures, qui met des écoles et qui ne s'occupe pas de ce qui se passe, évidemment, la Chine est accueillie à bras ouverts. Alors, naturellement, on a beaucoup dit qu'elle le fait d'autant plus que ça servait ses intérêts. Évidemment, évidemment. Mais ça change complètement les rapports internationaux. Et surtout, je voudrais comment dire, Xi Jinping au fur et à mesure que les relations internationales se sont développées, la Chine et Xi Jinping, son équipe, développaient plusieurs concepts que je trouve intéressants et dont les médias ne parlent strictement jamais, jamais, jamais. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder à l'intérieur. Ce corpus idéologique, il y a trois niveaux. D'une part, c'est ce que Xi Jinping appelle l'initiative mondiale pour le développement. Le principe est simple, c'est de dire l'émergence économique conditionne le progrès humain et représente le premier des droits fondamentaux. Autrement dit, le social, alors l'investissement, il pense que ça passe par l'investissement et par le commerce, quand même, capitalisme, hein, on est
toujours dans le même modèle. C'est le capitalisme qui apporte, capitalisme qui régulé, mais c'est le capitalisme qui apporte la prospérité, qui apporte la prospérité et le social. Premier droit de l'homme, c'est le social. Alors, il y aurait beaucoup à dire hein, entre la façon dont il le conçoit et la façon dont il l'applique. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est intéressant à regarder parce que c'est ça, cette initiative mondiale pour le développement. Il l'a défendue au sein même des organisations de l'ONU. Et aujourd'hui, plus de 40 pays adhèrent à cette initiative mondiale de développement. Ça fait partie de l'influence chinoise dans le monde. Et elle le fait à partir des aspirations réelles des gens. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le deuxième, c'est l'initiative mondiale de sécurité. Là aussi, alors elle a un tout petit peu moins de succès, mais c'est quand même. L'idée, c'est il faut torpiller les alliances préétablies, torpiller et notamment l'OTAN. Elle est d'autant plus importante que les États-Unis, je viendrai tout à l'heure. Ouais, ça va. Les États-Unis ont la volonté d'établir un OTAN asiatique, et ça depuis déjà quelques années. Et surtout, elle milite pour revenir à la charte de l'ONU. Charte de l'ONU en élargissant ses pouvoirs. Il n'est pas possible que, comme le dit le diplomate singapourien qui est Mahmoudi, on ne peut pas accepter que 12% de la population mondiale prenne les décisions pour le reste de la planète. Ça suffit. Et c'est ça qui a fait aussi succès de la Chine et qui a permis d'avancer dans les organisations internationales. Et elle propose donc un nouveau système sécuritaire où aucun pays ne devrait rechercher sa propre sécurité au détriment des autres. Bon, alors naturellement, on a beaucoup glosé sur cette affaire parce que c'était la reprise de ce que disait Poutine à propos pour justifier l'Ukraine. Mais cela dit, comme concept, au-delà de la justification et de leur utilisation politicienne, le concept est extrêmement important. Enfin, troisième initiative, c'est l'initiative mondiale pour la civilisation, défendue à l'ONU, toujours, hein, et avec des adhésions au sein de l'ONU, des agences de l'ONU extrêmement importantes. Alors là, on est un peu plus dans le politique, d'une certaine manière, puisque ça concerne les droits de l'homme traditionnels. Donc l'idée de Poutine, c'est chaque pays a le droit, je cite, chaque pays a le droit de choisir sa propre voie de développement des droits de l'homme, et aucun pays n'est qualifié pour en être juge. Et évidemment, dedans, il y a les droits sociaux légitimes. Effectivement, avoir un logement, manger à sa faim, etc., fait partie des droits fondamentaux des êtres humains. Mais évidemment, ça lui permet d'évacuer. Le deuxième, c'est au détriment des droits politiques. Évidemment, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de se développer. Et une fois ces trois concepts, je trouve ça intéressant, ces concepts, parce qu'on peut les utiliser, y compris pour demander des comptes. C'est pas rien de pouvoir demander des comptes. Et les Chinois, comment dire, utilisent les trois ressorts pour faire avancer leur bille dans les relations internationales. Le premier, c'est les relations bilatérales. Évidemment, dans les relations bilatérales, la Chine est sûre d'être gagnante face à je sais pas, que peut la Zambie face à Pékin, ou que peut le Sri Lanka face à la Chine. Donc, il y a les relations bilatérales, évidemment, et c'est naturellement, elle tient sa force financière et économique, et pas militaire. Elle a mis en place des organisations multilatérales régionales extrêmement importantes, notamment le forum Chine-Afrique, qui a été l'un des premiers forums qu'elle a mis en place, où tout le monde s'est réveillé quand ils ont vu les 9/10 des dirigeants du continent africain présents à Pékin en train de fêter le premier anniversaire du forum Chine-Afrique. Et c'est intéressant parce que dans ces forums multilatéraux, notamment en Afrique, mais il y en a un avec les pays arabes, il y en a avec les pays d'Amérique latine, mais rien que pour prendre l'Afrique, parce que c'est là où quand même l'emprise chinoise est la plus forte et la plus contestable, notamment dans la façon d'utiliser les matières premières, les dirigeants africains ne se privent pas dans ces forums de dire ce qu'ils ont à dire. Ils ne se privent pas de critiquer la façon dont les investissements sont faits. Et pas toujours, mais ça peut avoir des conséquences, une rectification un peu plus grande, notamment pour tout ce qui est
comment dire, participation de la population aux investissements, population locale aux investissements chinois dans les pays locaux. Et puis, elle promeut les organisations multilatérales beaucoup plus amples, mais dont les Occidentaux sont exclus. Parce que ce qui est intéressant dans les BRICS, dont on a parlé ce matin, pas plus développé, mais tout comme l'Organisation de sécurité de Shanghai, qui est un organisme mis en place par les Russies, en accord russe, chinois, avec les républiques, républiques d'Asie centrale, ce qui est intéressant, c'est que l'Occident n'est pas là. Tous les autres pays sont, sauf l'Occident. Et ça, c'est assez intéressant. Et cohabite dans tous ces, que ce soit avec les BRICS, quand ce soit avec l'organisation de Shanghai, cohabitent des pays qui ne sont pas d'accord. L'Inde et le Pakistan, par exemple. Le Kazakhstan, la Géorgie, le Kazakhstan et ses voisins. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire travailler ensemble des pays qui sont vraiment quasi en guerre. Hein, l'Inde et le Pakistan, vous l'avez vu dans la dernière fois. Alors ça lui permet ça, et ça lui permet d'avoir des soutiens. Des soutiens au sein de l'ONU. Quand la question des droits de l'homme se pose, ou même la question des Ouïghours, quand la question des Ouïghours se pose aux droits de l'homme, bien, ce qu'elle a récolté dans ces organisations internationales, elle le retrouve là, puisqu'il n'y a pas de condamnation, pratiquement. Enfin, peu de condamnation, et en tout cas pas de condamnation de la part des pays qui pourraient être intéressés, notamment les pays du Golfe, quand même, avec la répression des Ouïghours. Alors, et les États-Unis dans tout ça, ben, les États-Unis, ils rêvaient de faire de la Chine un maillon de leur dispositif néolibéral, et puis ils se retrouvent avec une puissance qui s'affirme de plus en plus, qu'ils contrôlent de moins en moins, et qui les menace. Enfin, qui menace leur hégémonie, parce qu'elle ne les menace pas physiquement. Et comme le dit un des chercheurs avec lequel Graham Allison, que j'avais interviewé là pour le diplôme, il expliquait que les Américains sont choqués par l'idée que la Chine ne reste pas à la place qu'ils lui ont assignée dans l'ordre international. Ah oui, c'est cela. La Chine a représenté 8% des richesses mondiales en 2012. Elle en représente aujourd'hui 18-19%. Donc évidemment, son rôle est complètement changé. La première réaction sera la réaction d'Obama, dès 2016. C'est Obama qui parle de pivot asiatique. Il s'agit pour Obama de prendre conscience que les Chinois étaient en train d'imposer leurs normes, la 5G, je viens d'en parler tout à l'heure, et bien d'autres, hein, et il dit, si on laisse faire les Chinois, c'est eux qui vont imposer les normes pour dans les relations internationales, et on va perdre notre hégémonie, et ce n'est pas possible. Il le dit quasiment comme ça dans son dernier discours sur l'état de l'Union en janvier 2016. Après Obama, il y a Trump 1, voilà, qui impose des mesures économiques, hein, la hausse des droits de douane, embargo sur certaines technologies, et notamment tout ce qui est puces, microprocesseurs, etc., semi-conducteurs, hein, mise à l'index de groupes comme Huawei. Quand même, Trump fait quand même arrêter la directrice financière de Huawei qui est au Canada, qui restera enfermée au Canada, disons assignée à résidence, n'exagérons rien, assignée dans une résidence luxueuse évidemment, mais pas quand même assignée au Canada pendant 3 ans. Il a fallu monter des Chinois et vraiment des menaces assez fortes pour qu'elle soit libérée. Et fait nouveau, qui a des conséquences sur lesquelles on n'a, à mon sens, pas assez travaillé, et en tout cas pas assez protesté, c'est l'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est l'idée que les lois américaines, les décisions américaines s'imposent au monde, qu'ils soient d'accord ou pas. C'est comme ça, vous savez que la Société, que la Société Générale a été taxée par les Américains. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'est comme ça qu'Alstom, à mon avis, a été pour partie démantelé. Et c'est comme ça qu'ils imposent que les pays autres que les États-Unis ne travaillent plus avec Huawei. Et d'ailleurs, il y a eu dans beaucoup de pays, au Royaume-Uni, en France, on a été un peu comme ça, mais bien d'autres, en Allemagne, ça a été, on a supprimé, enfin, on a arrêté de travailler sur la 5G et sur Huawei. Ce qui est extraordinaire en faisant ça, c'est que Huawei, qui a effectivement plongé, vraiment plongé, se retrouvait sans marché,
est à nouveau à la pointe aujourd'hui avec des iPhones de la dernière génération et a travaillé avec DeepSeek, hein, l'équivalent de ChatGPT chinois. C'est-à-dire que, évidemment, l'idée de, comment dire, penser qu'il suffit de stopper les nouvelles technologies, les microprocesseurs, de fermer tout accès de la Chine aux nouvelles technologies, va faire couler la Chine, est évidemment une utopie complètement dingue. Et la meilleure preuve, je vais aller vite là, la meilleure preuve, c'est que Trump 2, on va venir à Trump 2, a imposé ses tarifs avec des tarifs à 145%, déjà pas mal, 145% à la Chine, tandis que la Chine a imposé des tarifs à 125%, il a dû reculer. Alors, provisoirement, quand même. C'est-à-dire qu'actuellement, les droits de douane sont ramenés de 145% à 30%, voire 50% sur certains produits, ce qui est déjà quand même énorme, hein. Mais il a été obligé de recoller. Alors, reconnaissons que c'est à la fois la riposte de Xi Jinping qui a permis ça, enfin de la Chine, mais c'est aussi Wall Street. Il y a une alliance objective entre Wall Street et la Chine pour dire c'est pas possible. Si on va à Canossa avec la chute des bourses, comme vous l'avez vu. Et du point de vue américain, ces droits de douane, pas seulement en Chine, mais en Chine notamment, risquent de, comment dire, de se traduire par une très forte augmentation de l'inflation, à un moment où, effectivement, le pouvoir d'achat des Américains n'est pas rutilant. Ça a une autre conséquence, c'est que comme la Chine ne se laisse plus faire, elle a pris des sanctions contre les importations, notamment de soja, et donc de blé, et de soja. Et comme c'est les paysans américains et que c'est l'électorat de Trump, et évidemment, ça pose problème. Je termine juste pour dire que c'est une bataille de concurrence entre deux puissances, mais ce n'est pas une bataille, une compétition de système. On n'est pas dans la guerre froide. Dans la guerre froide, les États-Unis combattent un système, le système dit socialiste, on pense qu'on en veut, mais dit socialiste de l'Union soviétique. Là, pas du tout. C'est de savoir qui va être le premier. C'est vraiment pas autre chose. Il n'y a pas de compétition de système et de conception. Enfin, de conception, oui, mais de système, non. Et d'ailleurs, les uns et les autres sont interdépendants. On n'imagine pas l'Union soviétique, pour les plus vieux, on a connu, commercer avec les États-Unis, ou les États-Unis dépendant de l'industrie de l'Union soviétique. La Chine est dépendante de l'industrie chinoise, au moins pour aujourd'hui, et réciproquement. Je termine là vraiment parce que je suis trop longue pour la première partie et je n'ai pas abordé tous les points chauds, mais l'un des éléments pour la Chine, ça peut quand même pas être trop, comment dire, jusqu'à présent, elle a relevé le défi, mais rien ne dit que la Chine ne soit pas atteinte par ce qui se passe. Et notamment, ces retards technologiques sont réels. Elle va sans doute les rattraper. Le fait que Trump, en plus, empêche les universitaires chinois, asiatiques, et puis même américains, de travailler de réduire en tout cas leur champ, fait qu'il y a un nouveau mouvement des universitaires chinois qui retournent en Chine. Et donc ça aide pour la bataille des nouvelles technologies, voilà, mais quand même, elle est en retard. Et puis, deuxièmement, on peut aller vers une guerre chaude, hein, avec des points quand même forts, hein. La guerre chaude, c'est Taïwan. Si Trump décide d'aller sur Taïwan, et il peut le décider, s'il le décide, c'est la guerre chaude. C'est pour les Chinois un pas du tout négociable. Pas du tout négociable. Pour les raisons que j'ai dit au tout début. Et ça, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une guerre chaude. D'autant que monter dans l'Indo-Pacifique de Trump s'accompagne de... Alors ça a peut-être changé maintenant que Trump est tellement trop, si je puis dire, ça a peut-être changé, mais la France a dans un premier temps suivi Trump enfin Obama, Biden, puis Trump, sur l'Indo-Pacifique et sur l'idée qu'il fallait contenir la Chine. Voilà, je ferme la parenthèse. Je n'ai pas parlé de l'Europe, mais désolé. Oh, merci. Merci, Martine. Là, en plus, c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et donc,
c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, donc ça apporte à notre réflexion. Je vous propose peut-être une seule question, 5 minutes de pause, parce qu'on prend du retard sur le planning. Mais voilà. Alors, Fabien, qui est là, j'arrive, Fabien. Non, non, t'as pas à être désolé, c'est nous qui t'avons pas laissé assez de temps sur un sujet d'un des plus grands pays du monde. Oui, je voudrais vous demander, c'est en fait deux questions, mais est-ce que la surveillance numérique de la population est aussi développée que ce qu'on nous dit ici, en France, ça? La deuxième chose, n'y aurait-il pas une volonté de soft power camouflée de la part de la Chine? Parce que Tencent est copropriétaire avec le groupe Bolloré de la major musicale, la première major du monde, Universal. Tencent a acheté tous les grands producteurs de jeux vidéo. Il y a encore 2 mois, Ubisoft, le grand producteur de jeux vidéo français Ubisoft a été absorbé par Tencent. Et enfin, TikTok. Comment vous expliquez le succès de TikTok? Tout ça, c'est quand même. Est-ce que c'est du soft power? Ah oui. Sur la surveillance numérique, oui, évidemment, oui. Mais, je reviens toujours à mais. C'est-à-dire que ce qu'on a pris, comment dire, comment expliquer que cette surveillance numérique a été acceptée par la population? C'est ça la vraie question. La surveillance numérique, elle ne se fait pas simplement avec des caméras, machin. Elle se fait comme les GAFAM nous surveillent, grosso modo. Et comme on est passé en Chine directement à l'e-paiement, l'e-commerce, enfin, avec l'utilisation du portable, extrêmement important. Hein. Vous pouvez pas, vous êtes au fin fond vous êtes au fin fond de la Chine, vous pouvez pas acheter une bouteille d'eau à un paysan sans avoir ça. Hein. Donc il y a pratiquement plus d'argent liquide. Bon. Donc c'est à travers ça qu'ils le font. Parce qu'on paye tout comme ça. EDF, son loyer, son électricité, etc. Comment expliquer que la population est plus acceptée? Parce que quand même, j'en ai pas parlé là parce qu'on peut parler de tout, mais il y a des mouvements sociaux en Chine, contrairement à ce qu'on dit aussi. Il y a des débats au sein du Parti communiste chinois. Ils ne sont pas tous d'accord, notamment sur la façon de traiter les États-Unis. Je ferme la parenthèse. Et deuxièmement, il y a des mouvements sociaux importants. C'est d'ailleurs ce que craint le pouvoir. Hein. Dès qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements sociaux, c'est efficace pour obtenir des choses, même si les mouvements sociaux n'arrivent pas à se faire. Comment ils avaient... Mais ça se fait par le fait que c'est un grand pays décentralisé où, comment dire, il y avait de la corruption, énormément, et une espèce de débandade globale. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, vu ça, mais des petites vidéos où on voit les accidents de voiture. Enfin, quelqu'un se fait renverser sur le passage clouté par une voiture. Vous n'avez jamais vu ça? C'est tout à fait fréquent. Enfin, c'était tout à fait fréquent. C'est-à-dire, on se mettait à un feu rouge, on se faisait, au moment où la voiture démarrait, on se mettait devant et on tombait. Et puis, on faisait le chantage au chauffeur en disant ou je vais te dénoncer ou tu me payes. Je prends cet exemple-là parce que c'est ça qui a été. C'était vrai partout. C'était vrai dans, comment dire, c'était vrai dans les restaurants avec comment dire, du passin, des façons de se comporter tout à fait difficiles. Vous savez, la Chine, c'est quand même une société rude. Enfin, je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns parmi vous sont allés en Chine. C'est une société rude. Passer, comment dire, traverser le passage clouté et quelquefois un peu musclé. C'est le rapport des forces. Hein. Je prends ces deux exemples-là, mais il y a surtout la corruption. Il faut quand même se voir que dans les années, début des années 2000, avec cette débauche d'argent, parce que c'est ça aussi, avec le libéralisme et cette débauche d'argent, il y avait une corruption endémique. Mais vraiment partout, partout. À l'école, pour que votre fils puisse passer dans la classe supérieure, il fallait l'enveloppe, la fameuse enveloppe rouge. Il fallait l'enveloppe. Mais pour des trucs du quotidien. Alors, on n'est pas au degré de corruption de l'Inde, mais c'était quand même très, très fort. Et c'était très important et mal vécu par la population, dans une population qui a aussi été éduquée à l'égalité. Et oui, ça fait 2 générations hein, que ça a bougé seulement. Et tout le monde a de la famille qui a connu
grand-père qui a connu Mao, à la période maoïste. Donc tout ça était devenu insupportable à la population. Donc, quand la surveillance qu'on appelait les points sociaux, vous savez, le fameux carnet social, quand la surveillance a été mise en place, tout le monde a trouvé ça bien. C'était un moyen de ramener quand même un peu de principe dans la vie du quotidien. Et ça explique, voilà, ça explique pourquoi. Alors, est-ce que on est quand même dans un grand pays avec 1,4 milliard d'habitants? C'est-à-dire que le contrôle est quand même compliqué. Hein, parce que contrôler autant de gens, c'est quand même compliqué. Avant, il y avait les babas qui étaient, le dirigeant du quartier qui était assis sur sa chaise, comme en Union soviétique d'ailleurs, qui était assis sur sa chaise et puis qui regardait et qui savait qui allait où, quand et quand est-ce qu'il sortait. Et puis notamment, ça a disparu. Et donc, il est difficile de surveiller. Il est d'autant plus difficile de surveiller qu'il y a accès avec Internet à ce qu'on appelle les VPN. C'est-à-dire, vous savez, ces applications qui permettent de ne pas vous brancher sur le système local, mais sur le système à l'étranger, à Hong Kong, etc. Donc, ça reste lâche. Ce qui est vrai, c'est que sous Xi Jinping, ça s'est rétréci, nettement rétréci. Et vraiment, moi, j'ai des interlocuteurs avec lesquels je travaille depuis longtemps, 20 ans, qui maintenant ne me parlent plus par Internet, ne me parlent plus par c'est-à-dire que vraiment, pour certaines catégories, pas tout le monde, mais pour certaines catégories, les gens sont extrêmement surveillés. Il semble, mais ça c'est que c'est en train de se desserrer. C'est en train de se desserrer pour une raison toute simple. Si vous voulez innover, si vous voulez faire venir les gens de l'extérieur, comme les chercheurs, il faut leur laisser un peu de liberté. Jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années de Xi Jinping, disons les 2 dernières années, les 10 ans de Xi Jinping, jusqu'à ces 10 dernières années, voilà, ça se faisait de façon informelle. Il y avait du contrôle, mais ça se faisait de façon informelle. Et puis c'était, bon, voilà, on était comme ça. Avec Xi Jinping, ça serré. Et là, ils sont arrivés à la limite. D'ailleurs, c'est quand même fabuleux, c'est que Xi Jinping a fait un grand discours sur le travail, sur les questions économiques. Et parmi ça, c'est la possibilité d'être un peu plus dans les échanges avec l'extérieur. Voilà. Mais c'est vrai que Mais en même temps, ça n'empêche pas les mobilisations, hein, parce que quand même, les grandes mobilisations, quand elles ont lieu, les mouvements sociaux, quand ils ont lieu à partir d'Internet. Donc voilà, mais c'est les deux à la fois. L'autre question, c'était sur le soft power. Effectivement, non. Là aussi, après avoir dit il faut s'affirmer sur la scène internationale, il faut, voilà, ce qu'on a appelé la diplomatie des loups guerriers, je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'idée que la Chine s'affirme, tape du poing et s'affirme dans les relations internationales. On est revenu à la vieille tradition chinoise, qui est, comme je disais, cacher ses talents jusqu'au moment où on a gagné. Elle est revenue à ça. Et effectivement, TikTok, Tencent, etc., sont totalement partie prenante du soft power. Ça, complètement. Jamais ils le diront comme ça, évidemment. Mais ça fait partie effectivement du soft power. Alors, ce que va devenir TikTok dans la prochaine période, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, ce qui est quand même fabuleux, c'est que les Chinois ont réussi, malgré l'embargo, parce que TikTok s'est développé alors qu'il y avait déjà un embargo américain, et ils ont réussi à inventer des nouveaux systèmes, notamment avec TikTok, extrêmement importants. Cela dit, c'est remis en cause par les Occidentaux, c'est-à-dire que la grande campagne sur la Chine nous observe, c'est quand même faramineux. C'est quand même, je veux dire que tous les jours on entend ça, enfin pas tous les jours, mais dès qu'on parle de la Chine, dans les médias, dans les grands médias, on nous explique que la Chine nous espionne, et enfin, pour l'instant, ceux qui nous ont espionnés sont les Américains. Voilà. Ceux qui ont espionné les gouvernements, ce sont les Américains. Donc, voilà, quel intérêt pour la Chine d'aller espionner le conseil municipal de Patrice Leclerc, avec tout le respect que j'ai pour le conseil municipal, que je trouve très important. Mais voilà, non, je plaisante, mais c'est invraisemblable. Penser que les équipements 5G allaient permettre de surveiller des populations entières, c'est une aberration. D'autant que les données chinoises de TikTok, mais aussi avec 5G, avec les installations de la 5G, sont toutes sur des serveurs occidentaux. Or, c'est par les serveurs occidentaux.
Alors, est-ce que la Chine est capable de se piquer des données de serveurs occidentaux? Ça, je le crois. Oui, comme toute nation. Voilà. Comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la France, etc. Est-ce qu'elle en fait plus que d'autres? Non. Enfin, moi, je pense que non. En tout cas, on ne l'a pas jusqu'à présent, y compris sur la 5G. Aucune étude a montré que la Chine était en train de piquer les données. Aucune. Ça veut, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de faire. Mais voilà, revenons à ça. L'autre chose, j'avais juste oublié de dire, il n'y a pas d'axe, c'est juste un détail que je ne vais pas développer, mais quant à l'axe Chine-Russie, c'est une bêtise diplomatique absolue. Il n'y a pas d'axe Chine-Russie. Il faut savoir quand même qu'ils se sont fait la guerre, la Russie, et pas seulement avec Mao et Staline, mais bien avant. Et deuxièmement, justement, c'est ce que j'ai dit, la Chine ne veut pas être partie prenante d'un axe. En revanche, est-ce qu'elle peut construire dans cette période-là, actuellement, quelque chose contre les États-Unis? Oui. Contre la domination américaine? Oui, elles en profitent. C'est ces alliances très fluides. Voilà. Excuse-moi, il ne faut jamais me laisser.